monde libre et nous accueillons celui multipolaire qui permettra effectivement au continent africain de pouvoir dire ses positions autour des sujets d'enjeux majeurs. C'est la raison pour laquelle le festin panafricain s'impose comme un véritable débat d'idées où nous construisons effectivement avec l'apport des hommes de valeur. Avant de retrouver nos téléspectateurs, vous êtes très nombreux à solliciter le standard. On va vous donner quelque chose comme un quart d'heure d'expression. Mais nous accueillons avec peut-être l'actualité du côté du Mali depuis sa mise à l'écart effectivement du gouvernement de ce pays. C'est en novembre 2024. L'ex-premier ministre Choguel Kokala Maïga est donc au cœur du débat public local après avoir dénoncé les dysfonctionnements au sein du gouvernement dont il avait la charge sans toutefois s'opposer fondamentalement aux actes portés par les 5 généraux. Bien, le moins que l'on puisse dire est que sa position ne fait plus l'unanimité. Les accusations de malversation financière qui ont récemment été évoquées sonnent à Bamako comme une nette volonté de faire taire celui que hier avait servi de caution morale pour maintenir le calme dans le pays au plus fort des manifestations pacifiques portées par le mouvement du 5 juin. Comment articuler donc les contradictions locales internes sans toutefois galvauder l'héritage de la révolution malienne? Eh bien, on fera le point avec nos invités. Mais avant, messieurs, je crois qu'on va accueillir certaines contributions au standard. Carlos, vous nous faites signe et on accueille les téléspectateurs très rapidement pour un quart d'heure d'expression au téléphone. Vous nous retrouvez, vous vous présentez, vous contribuez précis et concis, tout au plus 2 minutes de temps de parole et après on retrouvera nos invités en plateau. Si on a un premier appelant, Carlos, vous nous faites signe et on l'accueille. Allez, pas encore, me fait-on savoir. Le temps peut-être pour eux de pouvoir se réactualiser. Très rapidement, Jonathan, on vous retrouve donc finalement. Est-ce qu'il y a à Bamako une véritable guerre froide aujourd'hui entre le gouvernement local et la personne de Choguel Kokala Maïga? S'il n'y a pas de guerre froide, c'est une situation qui donne du tournis. Un être normal, aujourd'hui à Bamako, se pose la question, où va-t-on? La lutte contre les terroristes est en passe d'être gagnée. Les avancées et les réussites de l'armée malienne sont exemplaires. Elles sont à féliciter sur ce point. Bravo au président Assimi Goïta. Bravo à tout le gouvernement qui travaille pour que les Maliens retrouvent la sécurité et que le Mali retrouve totalement sa souveraineté. Si on l'a dit, le satisfecit reste uniquement à ce niveau. Politiquement, c'est une embrouillamini terrible. Alors, on nous dit que Choguel, il est parti, il a été débarqué du gouvernement à grand renfort de critiques, d'injures, de propos ridicules ou ridiculisants et d'humiliation. Ok. On lui dit que s'il est parti dans ce contexte, c'est parce qu'il a commencé à s'intéresser au pouvoir. Donc Choguel, c'est un être qui rêvait déjà d'être président. Et comme c'est un grand péché dans le cadre de la transition, il fallait le lapider publiquement. Et les lapidations venaient des injures. On avait recruté des agences d'injurieurs des réseaux sociaux qui se faisait un grand bonheur de jeter la pierre de la haine et la pierre de la déception sur Choguel. Choguel Kokala Maïga, le traître, Choguel Kokala Maïga, un homme qui ne sait pas tenir sa langue, Choguel Kokala Maïga, l'homme pressé, Choguel Kokala Maïga, que n'a-t-on lu? Ok. Moins d'un an après le départ de Choguel, le nouveau Premier ministre, Abdoulaye Maïga, il demande les élections. La sainte chorale des injurieurs des réseaux sociaux désormais silencieuse. Est silencieuse. Les propos les plus vindicatifs contre Choguel, on les a oubliés. Oh, qu'il est fidèle, Abdoulaye Maïga. En demandant les élections, il ne fait en fait que parfaire le programme de transition. C'est ça, n'est-ce pas? Vous voyez que c'est une embrouillamini terrible. On a libéré l'un pour un motif et on est silencieux sur l'autre pour le même motif. Bon,
est-ce que demander les élections était donc la véritable raison du départ de Choguel? Est-ce que c'était, comme beaucoup ont voulu nous le faire croire, une distinction, une volonté d'un égocentrisme exacerbé à l'intérieur du gouvernement? Est-ce que dans le fond, ce Choguel, Abdoulaye Maïga est favorable à l'arrivée des élections, puisque... Il a demandé les élections, non? Oui, mais sous certaines conditions. Mais mettez la partie, il a demandé les élections. mettez son discours. Mais vous prenez aussi le discours de Choguel, vous mettez, que les téléspectateurs voient. Parce qu'on nous a dit que Choguel, on n'a jamais vu un homme pressé comme ça. On a en train de lutter contre les terroristes par des élections. D'où te viennent les élections là, Choguel? Tu dors la nuit, tu rêves des élections? Non, 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 c'est trop pressé. Bon, Abdoulaye Maïga, on a fini avec les terroristes. Les terroristes ont disparu? Que non. Lui aussi, il a demandé les élections. Peut-être que c'est le poste de Premier ministre qui doit alors avoir un problème. Hein? Si c'est le poste de Premier ministre, moi je donne conseil, il faut annuler ça. Il faut dissoudre le poste là. Parce que quand on devient Premier ministre, tu commences à parler des élections. On a déjà limogé un Premier ministre, celui-ci on le garde. On le maintient, il est dans les bonnes grâces. Mais qu'est-ce que ça cache? Ok. La justice, on a ouvert le procès, on a ouvert les enquêtes, non? Le procureur près le tribunal financier à Bamako, il a lancé ses enquêtes. On nous a dit que non, on parlait de 40 milliards, 47, non 25 milliards, 25 milliards, en tout cas. Qui devaient faire problème. Une semaine après que les enquêtes aient été ouvertes, le procureur attend encore les preuves. Pendant qu'il est en train d'attendre les preuves, le chef des services de renseignement débarque et dit qu'il faut arrêter Choguel. Bon, allons y voir alors plus clair. C'est quoi? Vous menez l'enquête. Pendant que l'enquête est en cours, mais si les renseignements ont des informations sur Choguel, mais qu'ils transmettent au procureur, mais que le patron de renseignement reste assis tranquillement dans son bureau, il n'est pas procureur. Pourquoi il veut mettre la pression sur le procureur? Pourquoi faire pression sur le procureur? Ah non, ça cache quelque chose. Ça veut dire que Choguel gênait les militaires. Choguel gênait. Quand il dit les militaires, ce n'est pas tous. Le général Camara, Sadio, il n'était pas gêné par Choguel. Le chef d'état-major, il n'était pas... Comment est-ce que vous le savez? Ouais. Nous avons aussi nos renseignements, non? Oui, mais nous voulons comprendre. Il y a une bande de militaires qui voulaient le poste de Choguel parce qu'eux, ils avaient des secteurs juteux dans lesquels ils ont des personnes. Les gens là, il y a le Premier ministre Abdoulaye Maïga dedans, il y a Abdoulaye Diop, ils sont dedans. Le patron de renseignement, il est dedans. C'est eux qui ont pris la femme d'Assimi Goïta. Ils en ont fait une femme d'affaires. Maintenant, elle est femme d'affaires. Et ils tiennent Assimi là-dedans. On vous a dit que tout à l'heure, le renseignement, c'est le chantage. Purée d'avocat. Un vocabulaire, il n'y a pas. Même aujourd'hui, les achats, ça se fait à partir de ce que cette dame va dégager dans le cadre de ses activités économiques. Mais ceux qui ont fait ça, ils savent que le renseignement, c'est le chantage. C'est une monnaie de chantage. Ils tiennent Assimi Goïta avec cette monnaie de chantage. Oui, ta femme sera dans des marchés qui ne sont pas des marchés logiques. Et toi, Assimi Goïta, tu restes calme. Voilà le deal. Voilà ce qui se passe au Mali. Des gens ont évincé en bande organisée, ont évincé Assimi Goïta. Pourquoi? Nous l'avons dit ici, depuis nous le répétons, parce que ces gens sont proches de la France et proches du Maroc. Le Maroc, anti-chambre de la France. Nous l'avons dénoncé ici. Rapprochement Abdoulaye Diop, Ducé et le roi du Maroc.
Non, on ne nous croyait pas. Non, Jonathan, tu es trop pressé. Laisse. Aujourd'hui, c'est visible. Le Maroc a même demandé à Djiko, moi, il ne veut plus faire les choses étant caché. Maintenant, j'entre dans l'AES. Au Maroc, dans l'AES. Est-ce que c'est envisageable, Jonathan? Vous me demandez ce qui est envisageable. Je vous dis que le Maroc est tellement en confiance avec les jobs que le Maroc dit maintenant, nous, on va entrer dans l'AES. On ne se cache plus. On ne fait plus les amitiés cachées. On est amis. Vous voyez jusqu'à quel point des gens ont perverti le projet panafricaniste qui les a portés au pouvoir. Des acteurs ont perverti ce processus et à l'intérieur sont en train de travailler à un rapprochement avec la France. Bon, si nous sommes algériens, parce qu'il y a eu la contradiction, et M. Vertu ici a répété que les Algériens disent que les Marocains vont venir exploiter le pétrole au nord. Et les Marocains, c'est les Français. Les Algériens disent, nous, on a les problèmes avec les Français. On a un problème encore avec les Marocains au niveau de Sahara occidental. Vous voulez que ça se passe comment? Comment on va accepter ça? On nous dit non. Les Algériens veulent seulement soutenir les terroristes. Alors que c'est faux. Les jobs savent. On ne peut pas dire totalement que c'est faux. Ouais, il y a une partie de vérité. Oui, mais les terroristes, une revendication fondée derrière. Les terroristes, certains des terroristes. Les terroristes venaient d'Alger. Les terroristes, certains terroristes, nous avons expliqué cette histoire. Les terroristes ont été relocalisés sur le territoire. Mais à partir du moment où l'armée algérienne constate que l'armée malienne est plus forte, plus brave, le problème des Algériens, c'est plus les terroristes. Les Algériens disent aux Maliens, ça je vous dis ce que les Algériens disent, ils disent aux Maliens que oui, vous n'avez plus un problème terroriste à proprement parler. Aujourd'hui, c'est le problème. Vous ne pouvez pas faire de la lutte du terrorisme le seul cheval sur lequel vous vous battez au nord du Mali. Non. La lutte contre le terrorisme passe aussi par l'investissement. Quand est-ce que vous commencez à mettre en valeur ces régions? Voilà là où est parti le problème. Non, mais ça reste non, ça reste une orientation propre au gouvernement malien. Oui, ça reste une orientation propre au gouvernement malien tant que le gouvernement malien ne va pas chercher les ennemis de l'Algérie pour mettre là-bas. Toi, tu défends l'Algérie comme ça? Non, je ne les défends pas. C'est une réalité. Une question. Non, c'est une question. Ça reste ça reste l'apanage du gouvernement malien tant que le Mali ne va pas chercher les ennemis de l'Algérie. Vous n'allez pas aller chercher les Marocains, vous les ramenez et puis les Algériens sont là et vous regardez et disent oh, c'est votre souveraineté, c'est très bien. Et vous percevez pas cela comme étant la souveraineté locale? Vous pensez que aujourd'hui, si le Nigeria n'a pas cherché les ennemis du Cameroun, les met à la frontière au Cameroun, Cameroun a le devoir de rester calme? Ce que vous ne voulez pas qu'on fasse autour de ces dispositions, mais ne viendra pas. L'Algérie, c'est pour ça que l'Algérie fait des pressions sur l'État malien en leur faisant comprendre une chose. Si vous voulez mettre en valeur le nord du Mali, trouvez des partenaires autres. Ils leur ont même dit une chose. Si vous dites que c'est les Russes, comme vous êtes avec les Russes, mettez Gazprom. C'est ce que les Algériens ont dit aux Maliens. Si vous dites que vous êtes avec les Russes, mettez Gazprom. Et si l'offre marocaine semblait finalement plaire aux... Comment vous pouvez dire? Le Maroc, c'est la France. Mais vous croyez que vous travaillez avec le Maroc, le Maroc, c'est un pays en lui-même? Le Maroc, c'est la France. Notre souveraineté, en quoi est-ce que permettre peut-être avoir une passerelle de coopération avec la France pourra être préjudiciable? Non, si Fabrice, vous me posez une telle question. Non, le Cameroun a un niveau de coopération avec la France qui est minimal et qui n'empêche pas effectivement le Cameroun de contrôler. Le Mali actuel peut-il se dire en confiance avec la France? C'est aussi simple que ça. Quand le président a expliqué tout à l'heure qu'on ne peut faire la sécurité ensemble que si on a la même analyse des menaces. Hein? Bon, là alors ça devient cohérent. Ça veut dire que le Mali est maintenant en cohérence avec la France, que c'est l'Algérie le problème. Parce que pour la France, l'Algérie est un problème. Mais pour les panafricanistes, l'Algérie n'est pas un problème en lui-même. L'Algérie a ses problèmes internes. L'Algérie n'est pas un problème en lui-même pour les panafricanistes. Parce que l'Algérie est aussi une fierté panafricaniste. Donc, si la lecture de la menace du nord du Mali est en cohérence avec la France, alors là, le Mali a un intérêt à avoir des problèmes avec l'Algérie tout le temps. Mais si ce n'est pas le cas, l'Algérie devrait trouver une solution différente.
Le Mali devrait trouver une solution différente dans la gestion de la question du Nord. Ils ne peuvent pas faire copain avec les Marocains et se dire que la relation avec le Maroc n'aura aucun impact dans leur relation avec d'autres voisins, notamment l'Algérie. Et le Maroc en Afrique, le Maroc, j'aime insister là-dessus. Maroc, ce n'est pas n'importe quel pays. Le roi du Maroc est français de nationalité. Français de nationalité. Le roi du Maroc, c'est là-bas le temple de la pédophilie. Jonathan, si on parle d'intérêt, on parle d'intérêt. On parle pas seulement prosaïquement. Le mondialisme, on parle d'affaires justement. Le mondialisme, ce sont les affaires. Là, peut-être le mondialisme, on est là dans un environnement simplement capitaliste où chacun essaye de tirer profit d'un marché qui peut lui être favorable. Et le Mali aujourd'hui semble être, après réorganisation, on va dire ainsi, des forces à puissance, semble être un marché peut-être aujourd'hui favorable au Maroc. On ne peut pas empêcher au Maroc de se rapprocher du Mali. Le Maroc, c'est la France. Vous voulez chercher, quand on dit, quand Y égale à 4, donc 4 c'est Y dans une équation. Donc, Y est l'image de 4 est l'image de Y. Donc, le Maroc, c'est la France. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes dans une guerre sans relâche contre la France et aller chercher la France sous un autre nom. C'est contradictoire. Moi, je trouve même que c'est cohérent de faire comme Bazoum. Bazoum ne se cachait pas, il était ami avec les Marocains, avec les Français. Il disait, ce n'est pas ce problème là-bas. Non. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes contre la France et vous êtes avec la France sous le label marocain. La France agit à travers le Maroc en Afrique. D'accord, je suis ton Jonathan. Donc, aujourd'hui, ça montre quel est le problème. Tout ça est lié. Tout ça est lié. Parce qu'il fallait d'abord tenir. Oui, il fallait d'abord tenir. Il fallait tenir le président Assimi Goïta qui avait besoin d'argent. L'argent vient d'où? Ça vient du Maroc. Quel argent, Jonathan? L'argent que la femme d'Assimi fait les affaires. Ah, moi, je ne l'ai pas vu faire les affaires. Elle fait les affaires. C'est vous qui le dites. Sa femme fait les affaires. C'est les SSK algériens qui disent ça. C'est pas les SSK. C'est pas les SSK algériens. Aujourd'hui même, c'est les Maliens eux-mêmes. C'est les Maliens eux-mêmes. C'est les Maliens eux-mêmes qui mettent sur la table tout ce que je dis là. D'accord. Les Marocains mettent les moyens. Elle est dans les affaires. Pas seulement. Ils ont aidé également les Abdoulaye Diop. Ils ont aidé le piège qu'ils ont tendu, l'attaque groupée qu'ils ont fait contre Choguel dans les réseaux sociaux. Vous croyez que ça se fait où? Les cyber-milices sont créées par le Mossad depuis le Maroc. Les plus grandes unités de guerre sur Internet, c'est le Mossad qui les tient. Avec les noms, ils prennent les noms du pays qu'ils veulent. Et ils entretiennent des conflits. C'est comme ça qu'ils ont alimenté tout le réseau qui a injurié Choguel. Parce que le Abdoulaye Maïga... Ça reste un homme politique, il est habitué à la contradiction. Donc Choguel, non, Choguel est victime d'un réseau mafieux. Faut donner les choses telles qu'elles sont. C'est ce réseau qui a son cœur la France et son relais le Maroc. C'est ce réseau qui aujourd'hui veut pervertir la révolution malienne. Nous interpellons les Maliens. Le président Badakani nous a rassuré que rien n'arrivera à cette révolution. J'ai dit pervertir. On peut pervertir pour la trahir à la fin. Donc je répète. Aujourd'hui, nous interpellons pour sortir, les panafricanistes maliens. Ils doivent remonter sur les remparts. Nous interpellons le président Assimi Goïta s'il peut encore se ressaisir. Je ne sais pas à quel niveau de chantage ils l'ont déjà mis. Il faut encore voir à quel niveau de chantage ces gens sont arrivés. Mais il doit tout faire pour, excusez la redondance, défaire les nœuds de ce piège autour de lui. Merci. Professeur, je vous retrouve sur cette question. Alors, lorsque le docteur Choguel Kokala Maïga est débarqué de la primature, alors il s'offusque de ce qu'un ensemble de décisions prises par le gouvernement en place soit régulièrement prises sans son consentement. Deux, il pense quand même qu'il faille
au-delà de tout ce que l'on peut évoquer, mettre désormais sur pied l'arrivée en tout cas des élections. Sauf que quand il est débarqué, les jours ou alors les semaines qui vont suivre, la démarche du colonel, désormais général Assimi Goïta, semble lui donner raison. C'est-à-dire que le général Assimi Goïta demande qu'il y ait une série d'actions soit posées à l'effet de pouvoir arriver à l'organisation des élections. On attend encore plusieurs mois, rien n'est fait. Le Premier ministre, l'actuel Abdoulaye Maïga, revient davantage. Il dit, toutefois, le contexte sécuritaire reste fragile. Voilà, s'agissant du report des élections, il a insisté sur le fait que les échéances électorales n'étaient pas annulées, mais différées en raison, cette fois-là, de conditions de sécurité non réunies. Il a rappelé effectivement que la transition avait accompli plusieurs étapes jusqu'ici qui prouvaient effectivement qu'on suivait ce chemin. Alors, lorsqu'on écoute donc, comparaison n'est pas raison bien sûr, mais lorsqu'on convoque ces réactions, c'est le docteur Choguel Kokala Maïga, la suite appuyée par le président, cette fois-là le Premier ministre qui semble faire une forme de rétropédalage. Oui, des élections, mais il y a un contexte sécuritaire qui ne donne pas raison. Alors, est-ce qu'il y a discordance dans tout ce qui a été évoqué? Ça s'appelle la manipulation. Jonathan me déçoit, mais je sais qu'il a d'autres appuis ici sur le plateau. Je ne sais pas ce que Charlie Kenny en pense. Je pense que Bertrand Tassinda va aller dans le même sens, même pire. Par exemple, Madakani est très différent. Pourquoi tu fais des procès d'intention? Mais on a discuté off. Professeur, vous avez discuté en off. On a discuté en off. Nous sommes ici pour être professeurs. On fait de l'analyse. On n'a pas dit quelque chose en off. On ne vient pas faire... Je vous en prie. Tu sembles pas être sérieux. Je suis très sérieux. Bertrand, je vous en prie, permettez que je prenne un pour ça. Nous vous donnons la parole pour pouvoir apporter des éléments de précision par rapport au sujet qui est convoqué. Chacun de nous apporte des éléments d'analyse pour nous permettre de mieux apprécier la situation. Oui, donc nous vous donnons la parole à l'effet mais on va voir tout à l'heure. Ça va un peu plus. Maintenant, non, mais faire le procès. Non, je ne fais pas de procès. Non, je ne fais pas de procès. Non, je ne fais pas de procès. Puisque tout à l'heure, moi je fais anticiper. Tout à l'heure, chacun va prendre la parole. On verra bien. Rien ne vous dit qu'il ne sera pas. Dans ce cas, je l'aurais influencé comme je le veux. Ce n'est pas moi. On n'est pas d'accord avec toi, on est plus sérieux. Non, c'est pas moi. Mais donne ton point de vue. Je dis justement tout à l'heure, on verra bien, non? Chacun va prendre la parole, non? Non, c'est ça la manipulation. C'est ça la manipulation. Est-ce que le fait de penser différemment, c'est un sujet? Non, c'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça. Je dis sérieux, moi. Mais quand tu dis que tu connais un autre point de vue. C'est Bertrand qui dit que moi je ne suis pas sérieux. Moi je dis sérieux. Est-ce que moi j'ai parlé avec toi en off? Oui. Tu connais mon point de vue? Oui. On parle de ça aujourd'hui. Professeur, je vous appuie dans le nous avons les téléspectateurs qui nous suivent. Tu vas prendre la parole tout à l'heure. Tu vas prendre la parole tout à l'heure, non? Président, il faut faire ce que tu n'aimes pas. Tu vas prendre la parole tout à l'heure, président. On va t'entendre. Le spectacle n'est pas bon. Ok, en tout cas, je vais prévenir les gens. On va t'entendre. Non. Je vais comprendre. On te laisse au plateau. Oui. Professeur, je vous appuie. Laissez-moi le plateau. Laissez-moi le plateau. On a des meilleurs sentiments. Professeur Jean-Paul Bellec, une question. Est-ce qu'il y a le public est témoin, on va voir tout à l'heure. Bon, est-ce que je peux prendre la parole comme on l'a donné? Est-ce que je peux prendre la parole comme on l'a donné? Est-ce que je peux prendre la parole comme on me l'a donné? Je vous appelle. Bon, ok, laisse-moi m'exprimer alors. Je vous appelle, président. Mais tu parleras après moi, non? Monsieur, la parole, c'est moi qui la donne. Pour l'instant, je la garde et je la maintiens. Professeur Jean-Paul Bellec, vous avez la parole. Nous posons simplement la question, c'est de savoir est-ce qu'il y a discordance entre la démarche précédente du gouvernement sur la question des élections et celle du gouvernement après le départ de Choguel Kokala Maïga. Je dis que d'abord, l'information que tu as mis ici, là, tu es sûr. Moi, qu'est-ce que je fais quand il y a des choses comme ça? J'appelle Issa Diawara. C'est lui qui est là-bas au Mali. Et ne me dites pas qu'il n'est pas panafricain. Il m'a dit que ce que Jonathan m'a envoyé là, parce qu'il m'a envoyé un courrier, j'ai vu, c'est un certain Sékou Tonkara. Ce Sékou Tonkara, il me dit que ce qu'il relaie là, c'est quelque chose qui est hors contexte et qui date de plusieurs. C'est pas aujourd'hui, c'est pas d'hier, c'est pas d'avant-hier. Ça fait déjà plusieurs semaines ou mois même. C'est vieux. Et là, c'est hors contexte. C'est ce que Jonathan m'envoie. Et il m'envoie ça avec un commentaire.
Voilà, ce commentaire, c'est comme dans le sens de ce qu'il vient de dire. Pour moi, Jonathan ne fait que relier l'Algérie, les autorités algériennes. Voilà, c'est tout. Mais je ne vois pas autre chose. Et il a démontré plusieurs fois qu'il est pro-algérien. Alors moi, ce que je pense, c'est que quel que soit Alpha, il n'est pas question pour moi, pour ce qui représente l'AES. J'aurais souhaité que vous commenciez par là. J'aurais souhaité que vous commenciez par là. Mais je suis là déjà, non? Oui, mais j'aurais souhaité vraiment que vous commenciez mais par là. Mais chacun fait comme puisque nous vous convoquons pour votre point de vue. Moi-même, il m'arrive parfois de vous envoyer des sources d'informations pour permettre de mieux enrichir votre réflexion, mais je ne vous impose pas une grille de lecture. Je peux continuer alors? Vous avez la parole. Parce que là, c'est pour défendre l'AES. Hein. Moi, je défends l'AES. Donc, oui, je défends l'AES. Quel que soit Alpha. Tu me permets? Mais tu m'interromps quand je fais ça. Oui, je suis d'accord, mais est-ce que tu me permets quand même? Je te pose une question. Non, moi aussi, je te demande, est-ce que tu me permets? Je te laisse alors. Non. Oui, je ne t'interromps plus. Mais tu ne peux pas faire ça. Voilà. Puisque moi, tu es là pour... Non, je t'interromps plus. Non, pas de chantage. Ou tu me laisses chantager, ou tu peux parler. Si tu veux parler, vas-y, parle. Puisque moi, je suis la parole pour ça. Pourquoi tu as fait ça, moi, je n'ai pas l'entendre. C'est quoi la question? Je t'ai demandé, et nous, on défend quoi? Parce que je t'ai demandé ça tout à l'heure. Non, tout le monde va comprendre ce que tu défends tout à l'heure. Ah bon? Oui, bien sûr. C'est toi qui parles pour toi, non? Il faut assumer ce que tu as dit devant les gens. Je parle pour moi. Je dis que moi je défends l'AES, je parle de toi. Et nous on défend. Tout le monde défend l'AES. Je parle pour moi, non? Et nous on défend. Je défends l'AES. Non, il est libre d'assumer. Je dis que je défends l'AES. Fabrice. Oui, il est libre d'assumer. Je ne parle pas de toi. Je dis que moi Jean-Paul, je défends l'AES. C'est tout. Attends. Je crois que je parle pour toi. Je parle pour moi. Tout à fait. Depuis qu'on débat ici, vous savez, me parle la parole si j'ai fait un problème. Jamais. Je lui cède la parole. Je te cède la parole aussi. Là, tu peux prendre la parole. Mais pourquoi la question n'est pas là. Je te cède la parole aussi. Non. Pourquoi tu fais un drame quand je te pose une question? Quelle question? Je te demande. Nous, on défend quoi? Je ne réponds pas pour toi. J'ai dit que tu répondras tout à l'heure. Je dis donc que. Quel rapport avec le rapport de répondre à une question tu me poses? Le rapport est là. C'est lui le journaliste. C'est pas toi. On ne t'ai jamais répondu comme ça quand tu me poses une question. Ok, mais fais le sujet. Moi, je dis que je réponds pour moi. Pour ce sujet-là, je parle pour moi. Parce que c'est que mon son est différent. Je parle pour moi. Il n'y a aucun son différent ici. Donc je parle que pour moi. Je pense que c'est la même chose, tant mieux. Il n'y a aucun son différent ici. Pour ça, allons-y. Bon, je peux continuer? Allez-y. Je parle pour moi. Je dis que moi, je défends l'AES. Comme nous tous. Ça veut dire que quel que soit Alpha, quelles que soient les erreurs qu'elles existent, je sais ce que représente l'AES. C'est une avancée extraordinaire. Et je ne prendrai pas l'avis d'une seule personne. Je ne suis pas au Mali. Contre tout l'AES. Parce que s'il y avait un défaut, pourquoi Ibrahim Traoré et la personne ne le voit pas? Pourquoi le général Tchani et tout le Niger ne le voient pas? Ils sont ensemble pour l'AES, non? Donc ça veut dire que ça va très bien au Mali. Ce n'est pas l'affaire d'une personne. Chobel Kokama n'est qu'une personne. D'ailleurs, je ne le connais pas. Ce n'est qu'une personne. Je connais un peu son historique. Je ne vais pas le révéler ici. Vous avez vécu au Mali, vous? Oui, bien sûr. Je connais son historique. Depuis Moussa Traoré jusqu'à aujourd'hui. Ah bon? Voilà. Mais peu importe. Non, tu sais, on fera l'historique de chacun. Peu importe. Oui, si tu veux. Donc, ok. Fini. Bon, à ce moment-là, on va jouer ça maintenant à fond. Non, termine. Le public jugera. C'est tout. C'est pas qui nous juge. Non, il nous écoute, non? L'histoire, mais ils sont là pour écouter. C'est maintenant que je joue ce match de la fesse. Ça s'appelle la démagogie. Non, mais oui. Allons-y. Tu vas impressionné avec ça? Non, du tout. Non, gardez votre sang-froid pour ça. Allons-y. Je vais t'impressionner. J'ai mon sang-froid. Donc si tu veux convoquer, aussi parler, dire que l'histoire des autres, fais-le. C'est pas un problème. Moi, je dis que l'affaire d'une personne ne peut pas changer mon avis sur l'ensemble et les enjeux du moment, surtout géopolitique. L'Algérie, pour moi, moi en tant que patron, je ne suis pas favorable pour l'Algérie. Pour moi, c'est un gouvernement de raciste. Déjà, moi aussi j'étais en Algérie, à une autre époque, ok? Il y a de cela, c'est dans les années 2010 par là, donc il y a presque une quinzaine d'années. Voilà. C'était différent déjà à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Ils ont soutenu les terroristes au Mali, et ça continue. Et puis je ne vois pas pourquoi, le Mali, même s'ils vont voir le diable, et là, le Centrafrique veut faire affaire à l'Africom, ils sont souverains, non? Ils ont dit non, on est souverains. Ils vont pas demander l'avis de l'Algérie. L'Algérie demande l'avis du Mali pour faire ce qu'ils veulent faire. On s'en moque de l'Algérie.
Ils sont contre, ils n'ont qu'à prendre une bouteille, entrer dedans et refermer le bouchon. Voilà, on s'en fout du gouvernement algérien. C'est des racistes, je le redis personnellement. Le gouvernement Tebboune est un gouvernement de racistes. Ceux qui veulent le défendre, j'espère qu'au moins ils gagnent quelque chose là-dedans. Parce que personnellement, ce sont des racistes, ça ne va pas changer. Le gouvernement, là, je le défends. Assimi Goïta, je le défends. Je ne peux pas dire que quelqu'un était héros, aujourd'hui on commence à le mettre au caniveau. Pour moi, ce sont des gens très intelligents. Donc, ils ne sont pas devenus bêtes du jour au lendemain. Pour moi, c'est même un faux problème. Parce que j'ai dit tout à l'heure, et le président Madaké peut prendre la parole juste après moi, je chutais, que ce que vous mettez là, sur la table, à propos d'un propos dit par Abdoulaye Maïga, Issa Diawara m'a clairement dit que c'est d'abord, parce que c'est dit en Bambara, entre autres, que c'est hors contexte et en plus, ça ne date pas d'aujourd'hui. Moi, je suis 100% pour les dirigeants actuels de l'AES. Peu importe que Choguel Maga soit au tribunal, s'il a des comptes à rendre, il les rend. S'il s'en sort, tant mieux. Mais sinon, je ne peux pas sacrifier le soutien général à la cause que représente l'AES, les 3 États, juste parce qu'il y a un individu appelé Choguel Maga. Voilà. En 2 minutes, juste un élément. Ouais. Déjà, le Burkina n'est pas dans une histoire romantique avec le Mali. Il y a de grosses méfiances vis-à-vis même de la diplomatie malienne entre le Burkina et le Mali. Et cette méfiance vient des rapprochements justement qui existent entre le Mali et le Maroc. Le président Ibrahim Traoré n'est pas seulement quelqu'un de très impulsif. C'est quelqu'un qui sait contenir un certain nombre de choses. Il y a de grosses divergences dans la gestion de certains dossiers. Je reviens sur le cas de la diplomatie. Jusqu'ici, peut-être sauf si je ne suis pas à jour, mais je crois qu'il n'y a pas encore une diplomatie totalement concertée au sein de la S, c'est-à-dire chacun est quand même libre de pouvoir affirmer, assumer sa diplomatie. Au nom de cela, non, oui, il y a une confédération, mais sur le plan de la diplomatie, je pense qu'il y a encore, chacun des 3 pays garde encore un minimum de liberté d'orientation. Je peux vous garantir que ce soit du côté de Tchani comme du côté d'Ibrahim Traoré, l'idée c'était d'aller immédiatement vers une confédération, avec une harmonisation de la politique de défense, la politique de la diplomatie et d'un ensemble de choses. Les freins actuels qui existent dans l'AES, c'est le Mali. Le principal frein, c'est le Mali. Parce qu'au niveau du Mali, il y a beaucoup de traîtrise. Dans l'équipe actuelle, il y a de la traîtrise. Bon, on défend l'AES, mais est-ce que si je défends mon fils et on le trouve en train de voler, oui, si on trouve mon fils en train de voler chez le voisin, je vais sortir et dire parce que c'est mon fils, il est incapable de voler. Il faut savoir discipliner même quelqu'un qu'on aime. Et nous les enseignants, je sais que le prof c'est d'abord un enseignant à la base, les enseignants savent le faire très bien. Donc, on ne peut pas se dédier de notre fonction de discipline quand il s'agit de remettre sur la table les erreurs qu'ont commis certains acteurs. Ces acteurs sont là devant nous. Abdoulaye Maïga, qu'est-ce qui explique qu'Abdoulaye Maïga parle des élections et tout le monde est calme? Mais quand c'était Choguel qui parlait des élections, on voulait le tuer. Aujourd'hui, il est en procès. Non, mais Choguel dit ce que tout le monde dit. Non, que dis-je? Abdoulaye dit ce que tout le monde dit. On ne peut pas encore aller aux élections. Quand Choguel disait ça, c'était la mauvaise chose. Choguel disait allons aux élections. Je ne comprends pas pourquoi jusqu'ici nous ne partons pas aux élections. Et Abdoulaye semble nuancer. Il dit oui les élections, mais il y a encore un contexte, une situation sécuritaire assez... En politique, celui qui a dit allons aux élections, même si on nous place là, on dit est-ce que vous voulez les élections? Si Bertrand répond, il va vous répondre à sa manière. Il va vous dire oui les élections, mais il faut d'abord ouvrir les portes. Moi je vais peut-être dire que non, pas d'élections, oui les élections, mais il faut peut-être que les stagiaires ne passent pas. La différence c'est que l'autre a tenté de nuancer ses propos sur la même question. Mais tous sont d'accord qu'il doit y avoir des élections. Voilà pourquoi tout le monde est calme. Pourquoi? Parce que les élections c'était un tabou, nous dit-on. C'était un tabou. C'est du 2 poids 2 mesures qui renseigne à suffire sur les batailles à l'intérieur de cette transition et la prise de contrôle d'un ensemble d'acteurs par des mécanismes mafieux. Ils font des affaires, ils s'enrichissent illicitement. Vous l'avez dit. Permettez qu'on... Vous voulez qu'on le dise comment? Que vous voulez voir les Maliens dans la rue instrumentalisés par les mêmes acteurs qui les aident maintenant? C'est là où vous allez vous rendre compte que c'est en train d'aller à volo. Que non. Nous dénonçons ces acteurs. Nous n'aurons de cesse
Abdoulaye Diop, Abdoulaye Maïga, le chef des renseignements, tous ces gens-là, ils ont trahi. Ils ne sont pas seuls. Il y a encore d'autres acteurs. Nous allons citer au fur et à mesure les noms. Merci à vous. Alors, Bertrand, je vous retrouve donc sur cette problématique assez sensible quand même, puisque n'est-ce pas qu'on dit c'est le fruit des longues luttes de combat, et donc l'on ne pourrait aujourd'hui être les ennemis de ce que, en guillemets, nous avons contribué à mettre sur pied. Mais là, il y a une question fondamentale et centrale. Oui, il y a on a tous élevé l'armée de l'AS, mais que faire pour véritablement tenter de construire tout ça? Est-ce qu'il y a aujourd'hui, de votre point de vue, un acharnement contre la personne de Choguel Kokala Maïga? Est-ce qu'il gênerait fondamentalement le gouvernement en place? Avant de vous répondre, un petit préalable. Moi, je vous ai toujours dit, effectivement, qu'il faut convaincre les gens par l'argumentaire. Je suis très fier d'appartenir au parti du président Banda. Moi, celui, souvent, nous avons des discussions, on a des différentes façons de penser. Ça va même jusqu'un peu plus loin sur les rapports à la spiritualité. Au grand jamais. Au grand jamais. Le président Banda, dans nos différends, ne fait jouer son titre de président national. Je l'ai toujours dit, c'est l'un des hommes politiques qui a l'analyse politique la plus profonde ici en Afrique. Il est fait pour ça. Il a été programmé pour faire la politique. C'est tout ce qu'il fait. Ça le passionne. Il y a donné sa vie. Il a des convictions. Il aurait pu gagner beaucoup d'argent. Il est modeste. Il vit à Neubel, quartier populaire. Sa maison est ouverte à tout le monde. D'ailleurs, je me demande, il dort quand? Tu arrives, il y a tous les enfants de 3 ans qui sautent sur les fauteuils du siège dans son bureau. C'est même comme ça, notre parti politique. Pourquoi je rappelle ça? Je rappelle ça pour dire que la manipulation viendrait que on ne mène plus un débat franc au sein de notre espace AES. Le débat n'est pas de savoir ici si on soutient l'AES. Il y a 15 ans, je vous ai dit, je rencontre le président Banda. Il roule en moto à Douala. Non, il marche même à pied. C'est un camarade, tiens Dieu, qui commence à le faire venir en moto. Il pleut sur lui. Je dis, c'est pas possible, ce monsieur avait des convictions. C'est ça mon admiration. Quand j'adhère à son... C'est le seul, jamais. On fait des campagnes d'adhésion. Quand les gens m'écrivent, monsieur Tatinda, je vais adhérer à l'NP, au NNP, je dis, est-ce que tu as une pièce d'identité? Est-ce que tu crois au combat qu'on porte? Tu es militant du NNP. Voilà comment je réponds. Et les gens croient que je blague. C'est ça. Mouvement populaire. Il y a un idéal. S'il n'est plus là demain, quelqu'un dans le parti, moi, n'importe qui, on va porter l'idéal. C'est pour ça que je passe le temps à crier ici. L'extrémiste, l'idolâtrie des personnes, les fan clubs des personnes, même au sein de cette AES-là, ils nous rencontreront en face. Parce que ça peut être des masques pour du gangstérisme derrière. Qui ne défend pas l'AES? C'est le résultat de 15 ans de combat sur les plateaux de télévision. Les forces spéciales maliennes étaient alliées à celles du Burkina et à M. Soro. Pour le compte de la France. Pour le compte de la France. Les images de Tagro qui décèdent, il y a les éléments maliens qui lancent l'assaut avec les forces françaises. Les forces françaises sont en hélicoptère et pilonnent la résidence. Nous allons faire des émissions argumentées ici. C'est-à-dire que nous allons mettre les photos de vraiment, c'est qui ce monsieur? Il est officier de quelle armée? Que fait-il aujourd'hui au Mali, au Burkina Faso? Vous croyez qu'on est impressionné par non, l'AES, j'aime l'AES, j'aime l'AES. Comme on dit au Cameroun, l'AES donne à manger à quelqu'un. Il n'y a pas de mafieux dans l'AES. Il n'y a plus de débats à faire dans l'AES. Oui, il y a un
problème sécuritaire. Qui ne soutient pas l'armée malienne? Qui n'a pas vanté les mérites de l'armée malienne? Qui n'a pas soutenu la constitution malienne? Nous avons expliqué que même au Cameroun, quand nous allons réécrire notre constitution, nous allons nous inspirer. Parce que cela va être en français facile. Constitutionnaliser la richesse souveraine du Mali. Consacrer la souveraineté du Mali. Nous allons faire 4 émissions. 4 émissions du débat panafricain pour expliquer aux Africains l'enjeu de l'arrivée d'une pareille constitution à la tête d'un État qui fonde un nouvel État. C'est ça qui fonde l'AES. Les hommes passent. Ils sont que des hommes avec des qualités et des défauts, dont la manipulation viendrait de dire que non mais c'est Tatina, comment tu peux dire ça? Ouais, tu es traite, voilà le nouveau mot des Africains, tu es traite, incapable de t'aligner un argument politique, incapable de venir débattre. Ouvre le plateau. Ils doivent être nombreux à Bamako à vouloir appeler. Spécialement, nous pouvons rester ici jusqu'à 22h. Mets le numéro de téléphone. Qui s'appelle de Bamako, on va dans le débat. Tu es traître, tu es traître. Des fois, ils t'écrivent même traître avec une faute. Tu dis, mais celui-ci n'a pas fait son cours élémentaire de... Il a du mal à comprendre le fond d'un argumentaire. Tu es traître, c'est les traîtres, c'est les traîtres. Qu'on soit sérieux. Le Premier ministre Chogel pose des questions de fond. Ce sont les militaires, pour la première fois, qui ont parlé d'élection. C'est faux. Ce sont les militaires. Et nous, on posait la question. Mais, parler d'élection. Le président Goïta, même quand il arrive au pouvoir, il dit que les accords d'Alger sont très bien pour lui. Bon, on peut comprendre qu'il fallait feinter. C'est-à-dire qu'il fallait feinter sur le plan. Ça, on l'a compris. Ça, on l'a compris. Ce sont les militaires qui parlent d'élection. Ce sont les assises nationales cadrées par les militaires qui disent effectivement qu'il faut restreindre. Ne plus faire la politique comme avant. Restreindre le nombre de partis politiques. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus de partis politiques qu'avant. C'est pas sérieux. Mais il y a un problème là. On croit qu'on va m'impressionner, mais cette Atinda, tu ne soutiens pas la révolution de l'AES. C'est sérieux ça? Les politiques sont en berne au Mali. Je dis, il n'y a plus de partis politiques qu'avant. Les partis politiques sont en berne, mais les gens ont les partis politiques. Les gens ont créé les partis politiques avec le soutien des militaires. On ne doit pas le dire. Et c'est eux qui sont cachés derrière ce que j'appelle les nébuleuses mafieuses de lutte pouvoiriste contre M. Chogel. C'est-à-dire que les nouveaux propriétaires de partis politiques, sous couvert de certains militaires et de certains intérêts politiques, appelons comme ça, de certains intérêts politiques, dont on voit, comment je vais dire, une forme d'organisation communicationnelle dans les réseaux sociaux, sur la scène publique, partout, adressée à un seul homme. Si vous trouvez que tout va aller bien au Mali, prenez M. Chogel, vous avez le pouvoir, jugez-lui, donnez-lui 30 ans de prison, et tout ça partira bien au Mali. Qu'on soit sérieux, nous n'allons pas accepter que des gens portent une révolution populaire dans un espace qu'on soutient avec les démarches pouvoiristes néocoloniales. Parce que dans cette histoire dont on me dit aussi l'AES et le gouvernement malien, on a recyclé beaucoup de vauriens de la politique du Mali aujourd'hui qui donnent des leçons de panafricanisme et des leçons de tenue et de vertu aux gens. Je dis des vauriens. Et ce que je dis que nous allons faire pour la Côte d'Ivoire, nous allons faire pour le Mali. Nous allons prendre la liste du gouvernement malien, nom par nom, et on parlera du passé politique de chacun. Pourquoi tu me regardes comme ça, Fabri? Je dis, on n'en est qu'au début des débats. Hein. Quand vous venez insulter les panafricanistes, il faut être cultivé, hein, avoir l'argumentaire réfutable. Hein. Des mathématiques comme M. Mbele dit, hein. Ne pas venir dans une forme d'intimidation. Hein. Vous pouvez intimider tout le monde sauf un panafricaniste. Je dis on prendra le gouvernement dimanche prochain. C'est ça Côte d'Ivoire spécial Mali. Viendra avec le gouvernement malien. Moi je veux donner des noms. Et les Maliens qui suivent l'émission, c'est-à-dire que ceux qui distribuent des diplômes en traîtrise, ils vont me... S'ils sont un peu cultivés, je vais demander qui est ce monsieur. Dans ton doctorat de traîtrise. Il y a un problème au Mali. Il y a un problème. Le premier ministre Chogel pose un problème. Quels sont les problèmes qu'il pose? Il pose le problème d'abord de la parole
sont arrivés au pouvoir, ils ont plus de 6 paroles qui se contredisent. Les militaires, personne ne les y obligeait. Vous me demandez, moi, M. Tatinda, vous voulez des élections néocoloniales? Moi, je vous ai souvent dit ici, comment je suis partisan de la dictature. J'aime les mots là. Il n'y a pas d'élection en Afghanistan. J'ai regardé un peu les indicateurs économiques de l'Afghanistan. Attendez, dans 3 ans, les Africains vont marcher à pied pour intégrer l'Afghanistan. Il n'y a pas d'élection. Les talibans sont arrivés, ils ont dit, tout le monde à l'école islamiste, je chicote, je donne une orientation. Pareil en Iran, il y a des élections en Iran, sauf que celui qui tient le pouvoir, c'est l'ayatollah. L'ayatollah va aux élections. Donc si vous me demandez, j'explique pourquoi je ne veux pas des élections. Ouais. Qui suprême? C'est-à-dire que l'ayatollah peut destituer le président de la République, qui lui est élu au suffrage universel et direct. Donc, si les militaires maliens trouvaient que les élections ne sont pas intéressantes, ils disent plus d'élections dans ce pays. Ce sont les militaires maliens qui ont posé les problèmes d'élection. Ils ont même donné des dates. Ils ont sur au moins 4-5 fois, ils sont revenus sur leurs paroles. Est-ce qu'ils sont sérieux? Donc ils n'ont pas analysé la situation avant d'arriver au pouvoir, ils n'ont pas fait une analyse véritablement politique. Donc vouloir aujourd'hui faire de la manipulation politique et expliquer que comme le Premier ministre Chogel parle d'élection, c'est le traître de service. Ça ne passera pas avec nous. Premier problème. Le second. Dans la gestion du pouvoir politique au Mali, les gens ne sont pas sérieux. Deuxième problème. Ouais. Mais on retrouve les tics, les tacs, les manières, les comportements qui ont amené à chasser la racaille qui est au pouvoir au Mali. La corruption, le trafic d'influence, le pouvoirisme, l'enrichissement illicite. L'enrichissement illicite. Les nominations de complaisance. Les marchés publics donnés frauduleusement. Le pillage, le détournement des deniers publics. Au Mali. On n'a pas le droit de le dire dans l'espace AES. Question. Est-ce qu'on peut tenir une démarche panafricaniste, souverainiste, nationaliste dans une pratique de pouvoir type néocolonial? Voilà là où on me convainc, moi, M. Tatinda. Je vous ai dit que vous arrivez à me convaincre qu'il vaut mieux faire allégeance à Satan par rapport à Jésus. Moi, M. Tatinda, je fais allégeance à Satan. Je l'ai dit sur ce plateau. On ne me convainc pas. Je pose la question, on m'a écouté. Moi, ça reste une je dis non. Pourquoi? Parce que ça va finir par séparer ceux qui tiennent le pouvoir malien du peuple. Tout à fait. Comprenez maintenant? Et c'est ce qui est en train de se passer au Mali. Et quand vous regardez les révolutions de l'AES, elles ont des titres différents. Au Mali, elles ont été portées par des mouvements sociaux qui ont été accompagnés par les militaires. C'est pas tout à fait la même au Niger et c'est pas tout à fait la même au Burkina Faso. Donc, l'ADN de l'AES, c'est-à-dire il y a 3 ADN, 2 qui se ressemblent plus ou moins. L'ADN de la révolution au Burkina Faso et au Niger, au Niger, et l'ADN du Mali qui est différent. Le processus qui amène en quelque sorte à la révolution. Donc ça veut dire que la gestion du pouvoir au Mali, il ne faut pas se séparer du peuple, des forces sociales. Elles étaient acteurs principaux quand l'armée malienne, les forces spéciales maliennes tiraient sur la foule. Où sont les procès? On construit une révolution, on construit un état de droit, on construit un état panafricaniste avec la justice. On veut les procès. On veut les procès de ces militaires. De qui ont-ils obtenu l'ordre? Ils y ont tiré. Ils sont où? Quel poste ils occupent aujourd'hui? Est-ce qu'ils peuvent regarder le peuple dont ils disent défendre les intérêts, les panafricanistes? Il n'y a que nous, alors qu'ils ont du sang sur les mains. Vous allez m'empêcher, moi, M. Tatinda, parce que deux tondus grattés sur la page YouTube, de poser ce problème, professeur Mbelek. Non! On ne peut pas accepter construire un espace AES panafricaniste où il n'y a pas de justice. S'il y a ici, il faut le dire. Et il faut dire à ces familles, voilà ce que l'espace apporte en termes
de, comment on va dire, indemnisation. On n'utilise pas son influence. Pourquoi? Parce que dans aucun pays au monde, il y a prescription en matière de crime. Tôt ou tard, ceux qui sont à la tête du pouvoir malien aujourd'hui partiront et ils peuvent répondre au sein d'un espace AES. Donc, construire un espace AES ne veut pas dire s'asseoir sur la justice. La troisième des choses, M. Choguel, et c'est là où l'histoire va devenir intéressante. Pour moi, c'est un homme politique qui peut et qui a beaucoup apporté à la révolution malienne. Il a été là. J'ai été celui qui a tiré le plus sur Choguel. Vous savez comment je l'appelais? Monsieur 3%. Parce que Choguel est allé 3 fois aux élections présidentielles avant l'élection présidentielle. Et moi, j'ai été très dur avec lui en expliquant que Monsieur Choguel, vous n'avez aucune légitimité. Le peuple malien vous a répondu à chaque fois que vous allez à l'élection présidentielle. Sauf que lui, il s'est amendé. Et nous le disons toujours ici. C'est comme M. Tiani. Il est le chef d'état-major de Issoufou et de Bazoum, qui ont été aussi véritablement les relais sécuritaires de Paris. On juge Tiani toute sa vie par rapport à ça? Non. On juge les forces spéciales du Burkina Faso qui ont été des forces en appui de Guillaume Soro pour attaquer et détruire la Côte d'Ivoire. On les juge toute leur vie. Non. Le capitaine Traoré appartenait à cette unité d'élite. On comprend. Les hommes changent. Les circonstances font changer les hommes. Les contextes, le besoin de changement des peuples peut vous amener à changer. C'est pour ça que moi-même, pour l'élection présidentielle de 2012 au Cameroun, vous ne pouvez plus avoir un président aujourd'hui au Cameroun qui oblige et qui décide de faire une marche en arrière des avancées panafricanistes que ce pays a connues. L'armée nationale du Cameroun va lui dire non, monsieur, donnez-vous des limites. Parce que cette armée nationale du Cameroun est garante en quelque sorte des pas qui ont amené le président à mettre le Cameroun à un certain niveau. Sur le plan panafricaniste, ne serait-ce que dans le débat panafricaniste, on peut nous reprocher ou bien on peut ne pas voir que le Cameroun est quand même un pays où c'est chaud là-bas parce que, et on nous reproche quoi? Et vous ne parlez pas de votre Paul Biya qui a 93, mais on en parle beaucoup, hein. Il faut vivre au Cameroun pour te rendre compte que ce monsieur il fait comment? Le degré de dénigrement, même d'injures, de salissures qu'on verse sur ce monsieur. Sauf que ça ne porte pas parce que c'est pas attractif. C'est le plus facile. Ça dit s'asseoir, 93 ans, il est vieux, il n'a rien foutu, il ne fout rien. Sauf que vous savez combien vous avez? Moins de 5% aux élections, ceux qui le font. Ce qui porte, c'est un idéal, c'est un projet, comme ce qui a porté au sein de l'AES. Mais on se dit, cet idéal ne peut pas durer si effectivement on commence à voir des gens qui mettent en avant, comment je vais dire, le besoin sécuritaire, qui est rien. Donc moi je profite ici pour apporter un soutien total au président Goïta, chef d'état-major des armées, un soutien total aux armées de l'AES, dont on sait contre quoi ils se battent, mais en même temps, en rappelant au président Goïta que c'est le fruit d'une révolution populaire qui te met là où tu es. Donc tu as l'obligation de déconstruire des pratiques pouvoiristes, des pratiques néocoloniales qui se tissent autour de toi et qui te brandissent juste pour dire que voilà monsieur Goïta le président, voilà, dans ce qu'on peut appeler la véritable manipulation politique. D'accord. Donc, il y a ce qu'on peut appeler une espèce de contrôle supérieur de l'État pour auditer sur la gestion du Mali post-révolution. Chiche, j'achète. Il y a des dossiers. Hein. Il y a des dossiers même dans l'armée. Quelqu'un m'a écrit, dit monsieur Tatinda, les gestions de carburant, les gestions du budget. J'ai même un ami qui a été ministre de la Défense. Je ne donne pas son nom, il est en Côte d'Ivoire en ce moment. On ne se parle plus beaucoup, c'est un aîné. Le témoin accueilli à Saint-Etienne, il a été ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères. C'est un ami cher. C'est un ami, c'est un grand frère. Il m'appelle Berlusco.
nom d'emprunt, donné comme ça. nous rappelle et les gens, chose. oui, beaucoup. Mais les gens disent, Monsieur Tatinda, les forces spéciales maliennes, il y a beaucoup de choses. Et c'est pour ça que moi, Monsieur Tatinda, je dis, nous n'allons pas accepter que, oui, la révolution, et on commence déjà à voir ce qu'on peut appeler les pratiques même téléguidées depuis Paris, où on a la gestion judiciaire à tête chercheuse, parce que des gens veulent, quoi, vous voulez les élections, vous ne voulez pas les élections, même les militaires ne sont pas clairs. S'ils veulent les élections, s'il n'y a plus les élections, s'il faut attendre, le discours n'est pas clair. D'accord. Et je chute en disant... Rapidement, Bertrand, je vous en prie. Oui, je chute tout simplement en disant... Personne ne détruira l'AES. Les révolutions de l'AES sont ce que je peux appeler une forme de soutien, de construction, de sacrifice de pratiquement toute l'Afrique. Parce que qu'est-ce que l'Afrique aujourd'hui a concrètement à présenter à la face du monde avec fierté, au point où on a intéressé des têtes fortes comme Poutine. Eh bien, c'est cette démarche politique-là qui fait aujourd'hui que quelqu'un comme Poutine regarde l'Afrique et dit que mais faut regarder dans cette affaire. Parce qu'il y a déjà 3 pays qui ont pris, la jeunesse, les peuples suivent cette affaire. Nous, on a beaucoup à gagner avec cette histoire. Et ces mouvements-là ont permis d'éviter l'isolement politique à M. Poutine, parce que pour les Européens et les États-Unis, ce n'était pas d'abord casser l'économie russe, c'était d'abord d'isoler Poutine. Voilà pourquoi ils en veulent au mollah iranien. Voilà pourquoi ils détestent Xi Jinping. Voilà pourquoi la France veut contrôler les successions ici en Afrique et partout. Parce que l'Afrique, pour une fois, à partir de l'AES et à partir du soutien panafricaniste, a décidé de rompre cette affaire pour une fois affronter les grandes puissances et éviter l'isolement politique à M. Poutine. Donc si les dirigeants maliens, qui sont pour l'instant les militaires à la tête du pays, n'ont pas de lecture géopolitique, n'ont pas une véritable culture politique, n'ont pas, et se laissent, comment je vais dire, que corrompre pas les ordres de la République, les grands voyages et les pouvoiristes et la racaille d'hommes politiques recyclés aujourd'hui dans les gouvernements maliens qu'on voit aujourd'hui, ils nous trouveront en face. Voilà, merci à vous. Alors, Charlie, je vous retrouve. Est-ce que dans ce qui a été dit, de part et d'autre sur ce plateau, vous avez l'impression qu'aujourd'hui, on a un gouvernement local qui se déconnecte désormais de sa population, de ce mouvement civil qui a véritablement porté cette révolution? Vous me recevez, j'espère. Nous vous recevons, Charlie. Mets le volume là-bas. Merci. Ce qu'il faut déjà commencer ici par rappeler, vous me permettrez que je fasse une petite digression. Le président, tout à l'heure, dans ses propos, parlait de l'Église, de Monseigneur Samuel Cléda, de cette attitude qui s'apparente à de l'ando-colonna. C'est important que je dise ma vision des choses qui en réalité s'inscrit dans cette même pensée. Vous savez, il y a des émissions que nous avons réalisées où je vous interpellais sur l'opération Pangolin ou l'effet Pangolin qui avait été rédigé par le Centre d'analyse et de prospective stratégique du Quai d'Orsay. Je définissais un ensemble d'acteurs qui avaient été identifiés à l'intérieur de cette opération Pangolin. D'ailleurs, j'ai rédigé des articles où il y avait un certain nombre d'acteurs qui avaient été identifiés à l'intérieur pour justement servir de relais dans cette recolonisation de l'Afrique, ou du moins dans cette volonté manifeste de la France à fabriquer de nouveaux leaders sur le continent africain. Et le premier acteur justement qui avait été identifié au sein de cette opération, alors de ce rapport stratégique, c'était les prélats. C'est-à-dire qu'ils avaient clairement mentionné leur volonté d'approcher nos prélats afin justement de se servir d'eux et de l'autorité morale qu'ils incarnent pour essayer de manipuler l'opinion. Pourquoi c'est important que nous revienions dessus? Indépendamment justement des prélats, il y avait également la diaspora, il y avait les acteurs socio-économiques, les acteurs socio-culturels et enfin les opérateurs économiques et les hommes politiques. Donc, aujourd'hui, j'ai assisté à une émission sur une chaîne de télévision camerounaise
camerounaise, Info TV pour ne pas la citer, où j'ai entendu un député camerounais, à la personne de l'honorable Bengono, Isomba Bengono, pour ceux qui le connaissent, qu'il faut le rappeler au passage pour comprendre le poids et même la pertinence de sa déclaration. Il faut le rappeler au passage, appartient à une commission parlementaire en charge des audits qui a dit à Mondo Vision que l'Église catholique au Cameroun principalement était l'un des plus grands blanchisseurs d'argent. Écoutez bien ce que je dis. Je vous parle là de quelqu'un qui a la compétence de sa compétence. C'est-à-dire qu'il ne dit pas comme si tu peux d'ailleurs, il appuie ses déclarations en disant qu'il sait de quoi il parle. Il dit que lorsque l'Église veut se mettre au devant des choses pour faire un certain nombre de déclarations, cette Église doit faire très attention. C'est-à-dire que l'autorité morale qui était confiée à l'Église ne veut pas dire que l'Église doit définir l'avenir des États africains, l'avenir justement des masses africaines. Il faut s'inscrire en faux dans de tels discours. Et c'est pourquoi je m'inscris en faux dans les sorties justement de Monseigneur Samuel Kida. Ce n'est pas ça le rôle de l'Église. On ne nous embrouille pas. Encore plus qu'il faut véritablement définir même le rôle de l'Église en Afrique. Et définir même qui tiennent justement les rôles de l'Église en Afrique. Est-ce que ce sont toujours des frères africains? Si oui, quel est l'idéal qu'il porte pour l'Afrique? Quel est le modèle? Qu'est-ce qu'il prône véritablement pour le continent africain? Puisque les véritables lutteurs, on les attend, on ne les voit pas. C'est pas à eux de venir dire qui est qualifié ou pas pour justement s'asseoir ou alors pour gérer nos États. Vraiment, je félicite le président pour avoir parlé de ce sujet. J'ai voulu revenir dessus pour que les gens comprennent la pertinence de ces propos et surtout l'urgence que nous devons prendre pour véritablement s'assurer de ces personnes-là qui, sous le prisme justement d'une autorité qui leur est donnée par je ne sais qui, peuvent se prévaloir justement de nous définir l'idéal auquel nous aspirons tous. Je refuse cela. Quand j'ai fini de le dire, je reviens sur la situation au Mali. Pour parler du Mali, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que dans les conditions actuelles, il est impossible d'organiser les élections. Et déjà, vous connaissez ma position sur la question, sur les questions électorales en Afrique. Ça ne veut rien dire à mon humble avis. Vraiment, on ne va pas revenir dessus. Ça. Mais le contexte, les éléments ne sont pas encore réunis pour organiser les élections du côté du Mali. Et nous tous, nous aimons le Mali, nous aimons l'AES. Mais aimer justement ce pays ne veut pas forcément dire que nous allons tout légitimer. Il y a des éléments qu'il faut véritablement convoquer lorsqu'on parle également de l'AES. Je rappelle ici au passage que dans la situation malienne, l'Algérie n'a aucun droit, n'a aucune compétence, même de dire un mot. C'est-à-dire que, et je précise encore que l'Algérie est partie prenante de la situation actuelle que nous vivons au Mali, même alors où nous parlons. Donc elle est disqualifiée même pour dire quoi que ce soit dans la situation du Mali. L'Algérie, quand j'ai fini de le dire, je commencerai par dire que le devoir que nous avons avec l'AES, qu'il faut le rappeler également, est la conséquence et le produit d'un héritage et d'une lutte qui, aujourd'hui, devrait nous amener, non pas à verser dans une logique de camouflage, mais de véritablement mettre sur la table les questions qui fâchent, afin que nous ne tombions pas dans les mêmes travers qu'hier. Parce que quand vous regardez ce qui se passe actuellement du côté de l'AES, il y a matière à réfléchir. Il y a matière à réfléchir. On ne peut pas continuer à regarder les choses comme ça et à ne pas se poser les bonnes questions. Vous expliquez comment qu'au sein de l'AES, on peut recevoir un monsieur comme Alain Foucault, pendant que des médias panafricains dont je ne vais pas citer le nom, mais que nous connaissons tous, dans ce pays, le Cameroun, existent. Vous savez la conséquence lorsque nos chefs d'État, nos amis de l'AES reçoivent Alain Foucault. Vous savez ce que ça veut dire? En recevant Alain Foucault, il légitime le discours et la parole d'Alain Foucault. Mais s'il légitime le discours et la parole d'Alain Foucault, ça veut dire que nous, alors, nous fonctionnons dans le faux. Ça veut dire que tout ce que nous faisons ici, c'est tout sauf du panafricanisme.
Pourtant, il faut rappeler également à la conscience collective africaine et internationale que l'AES, ce que nous observons là-bas, dont nous en sommes fiers, également sont une réponse, une conséquence du combat qui a été lourdement et âprement mené en Afrique, précisément au Cameroun. Il faut le dire. Il faut le dire. Il faut le reconnaître. C'est justice. Mais je vous dis que voilà un combat qui a été mené, dont nous en sommes fiers, parce que le produit est là, c'est l'AES. Mais dont les leaders aujourd'hui légitiment un discours qui n'a rien à voir à ce que nous prenons aujourd'hui, à ce que nous avons défendu, nous avons porté pendant des années. Lorsqu'ils reçoivent Alain Foucault et ne vous reçoivent pas vous, ils disent justement à la conscience collective africaine qu'ils la voient comme des leaders, que c'est là où se trouve la vérité. Ça veut dire que la vérité qui porte le panafricanisme se trouve avec Alain Foucault, se trouve avec le média, se trouve avec justement les armées et tout cela, ces financiers-là qui portent Alain Foucault. Mais pas avec vous, mon cher Fabrice, donc il faut s'interroger. On les aime, mais à un moment donné, on doit se poser les bonnes questions. On doit se poser les bonnes questions. Lorsque nos amis de l'AES délivrent des passeports diplomatiques, nomment des personnes qui sont des citoyens français, mais à qui on dit et on vante à l'opinion nationale et internationale qu'ils ont été déchus de leur nationalité. Vous appelez ça comment? Vous pensez que nous, on peut être plus informés que les services de renseignement de ces trois pays réunis? Vous pensez que le Mali, le Burkina et le Niger, à eux seuls leurs services de renseignement dont on connaît l'efficacité, peuvent maîtriser ou ignorer une information que nous maîtrisons? Puisque nous savons, et c'est clair, c'est connu, que celui dont les médias français nous ont vendu avoir été déchu de sa nationalité, alors nous parlons continuer d'être citoyens français. Mais on lui a donné, on l'a nommé, on lui a donné un passeport, on lui a, avec tous les avantages et les privilèges qui vont avec. Lorsque des États qui sont pour nous des référents, des modèles agissent comme ça, vous voulez que nous pensions quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire? On défend ça comment? Vous défendez comment le fait que... Est-ce que vous savez que son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, a eu à limoger un de ses proches collaborateurs? Vous savez pourquoi? À cause de Pan-African Media. C'est-à-dire que des instructions ont été données concernant le média, Pan-African Media, qui n'ont pas été respectées par son proche collaborateur. Expressement, je dis bien expressement. Et un très proche collaborateur, il a été limogé. Limogé. Bon. Si de pareils événements se passent au cœur du pouvoir, vous imaginez le niveau d'infiltration à l'intérieur de ces pouvoirs-là du côté de l'AES. Je prends cet exemple-là pour que vous compreniez qu'ils peuvent même être remplis de bonnes intentions. Mais l'administration ou alors l'équipe qui les entoure ne répondent pas justement de leur volonté à pouvoir véritablement porter haut le combat panafricaniste. L'exemple de ce que je vous ai parlé tout à l'heure avec le Burkina Faso, j'ai dit il a limogé un de ses proches collaborateurs. Limogé. Et quand vous ramenez cela à la situation actuelle au Mali, vous comprenez très clairement. Peu importe, je dis bien peu importe l'intention stratégique qui nous anime. Peu importe l'intention stratégique qui nous anime. Rien ne justifie un rapprochement avec le Maroc. Rien. Je dis bien, rien ne justifie un rapprochement avec le Maroc. Si pour lutter contre l'Algérie, ou alors pour montrer à l'Algérie qu'on est un État souverain, on peut aller faire des alliances, signer des accords de coopération avec le Maroc, c'est que véritablement on n'est pas encore dans la dimension stratégique qui s'oblige à nous de par la portée du combat que nous menons. Or, vous vous rendez compte que le rapprochement avec le Maroc, en réalité, n'était que la conséquence d'une dynamique en interne. Je dis bien d'une dynamique en interne qui est portée par des individus qui, sous le prisme du panafricanisme, en réalité défendent leurs intérêts personnels et égoïstes. À partir de cet instant, l'idéal que vous portez doit être remis en question. L'idéal que vous portez doit être remis en question. Quand on sait ce que c'est que le Maroc, mais Jonathan se limite simplement à l'antichambre de la France. C'est bien pire que ça. C'est pire que ça, le Maroc, c'est la représentation permanente du Mossad en Afrique. Je dis bien, le Maroc, c'est la représentation permanente du Mossad en Afrique. Même au sein de la Ligue arabe, les frères arabes ne font pas confiance au Maroc. Je tiens à vous rappeler cela. Depuis ce que leur ancêtre, et ça ne date pas d'aujourd'hui, parce que quand vous regardez même la guerre de 6 jours qu'Israël a eu à faire contre les États arabes, Israël a gagné cette guerre grâce justement à la traîtrise du roi marocain,
qui était justement dans la salle avec des écouteurs pendant qu'il prenait des décisions, et bien le Mossad de l'autre côté suivait tout ce qui se disait dans la salle. Mais ça n'a pas changé. Je rappelle qu'alors nous parlons, pendant que les forces de Tsahal, c'est-à-dire pendant que l'armée israélienne est en train de génocider le peuple palestinien à Gaza, au sein des rangs de Tsahal, c'est-à-dire au sein des rangs de l'armée israélienne, combattent des forces marocaines, des forces armées marocaines. Alors je vous parle. Mais le Maroc, c'est un pays arabe, non? C'est un pays même qui est membre de la Ligue arabe, non? Bon, si vous croyez que le Maroc peut faire ça à ses propres frères palestiniens, imaginez alors pour nous les Africains avec la peau noire. Vous imaginez? Qu'est-ce qui peut motiver qu'on s'en va négocier, signer des accords, se rapprocher d'un tel pays? Mais si vous faites dans le sentimentalisme, laissez la gouvernance stratégique et géopolitique du monde. Nous aimons l'AES, il faut le dire, et nous assumons cet amour pour l'AES, et nous allons toujours nous battre pour l'AES. Mais cela ne nous empêche pas de mettre des questions de fond sur la table. Le Maroc qui a demandé à rejoindre l'Union africaine et la CEDEAO pour des raisons purement économiques, parce que justement elle voulait, à travers l'harmonisation des barrières douanières, écouler ses produits et bien sûr justement permettre à ces banques de se déployer sur le continent africain. Quelle est la dynamique que le Maroc a un jour pris en Afrique dans une volonté véritablement de faire avec les peuples et les États africains? Il n'y en a pas. Voilà un pays qui s'est toujours reconnu comme étant européen. Peu importe l'inimitié qui vous anime contre l'Algérie, ce n'est pas avec le Maroc que vous partez justement exprimer cela. Ce n'est pas avec le Maroc. Or, quand vous voyez le rapprochement qui se fait actuellement avec le Maroc, vous comprenez que ce sont des forces justement en interne de ces pouvoirs-là qui ne répondent pas forcément de la dynamique qui est portée au sommet de l'État, mais qui répondent des intérêts égoïstes, égocentriques et narcissiques, qui justement usent de leur position pour pouvoir réaliser un certain nombre d'intérêts avec le Maroc par rapport justement aux dynamiques qui les animent et bien sûr par rapport à les acteurs qui financent le projet depuis l'étranger ou même derrière. C'est tout. C'est tout. Sinon, quel est l'intérêt des États de l'AES à traiter avec le Maroc? Sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan... J'ai dit, prenez tous les éléments, vous comprendrez qu'en réalité, même sur le plan économique, vous comprenez qu'en réalité, ce sont des positionnements intéristes, narcissiques, au cœur justement du pouvoir qui anime ce genre de rapprochement. Autrement dit, ces pouvoirs-là ont été infiltrés. On peut les aimer et on continue de les aimer, on va toujours, mais ces pouvoirs ont été infiltrés. Infiltrés, il est de notre devoir de le dire. Autrement, on ne les aime pas. Puisque si on s'inscrit dans une pérennisation du combat, il faut dire à la conscience africaine, voilà ce qui se passe réellement. Il faut les questionner. Quand vous regardez comment le panafricanisme est en train d'être pratiqué au sein de l'AES, est-ce que vous voyez que c'est pour ça qu'on s'est battu, mon cher Fabrice Ndong? Vous n'avez pas l'impression qu'en réalité, loin du panafricanisme profond, cet idéal pour lequel on s'est battu et on continue de se battre, vous n'avez pas l'impression qu'on est en train d'évoluer vers un panafricanisme 2.0, qui en réalité même est porté par le Quai d'Orsay? C'est-à-dire qu'on est dans un panafricanisme des vues, un panafricanisme des réseaux sociaux. Est-ce que vous savez qu'un gars sur les réseaux sociaux qui a 10 000 likes, qui a 7 000 commentaires, est plus intéressant que vous et moi qui parlons, qui avons mené ce combat depuis des années? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que vous avez, c'est-à-dire qu'un gars qui arrive demain là, qui commence à parler du panafricanisme, s'il a 20 000 likes, si quand il fait un direct, il a 15 000 personnes connectées, est-ce que vous savez qu'il devient plus intéressant que vous et moi? C'est ça, c'est pour cet idéal qu'on s'est battu, mon cher Fabrice Ndong. Est-ce que c'est pour cet idéal qu'on s'est battu? Est-ce que ceux-là qui incarnent aujourd'hui la référence en matière de panafricanisme et de toutes les valeurs que le panafricanisme incarne, est-ce que ceux-là aujourd'hui, dans leur manière de faire, dans leurs agissements au quotidien, dans leur prospective justement pour ce combat, est-ce que vous avez l'impression qu'ils rassurent? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils rassurent? Puisque ce combat ne doit pas s'arrêter à eux. On a mis sur la table ici des problématiques, par exemple, liées à la volonté de projection et même de préservation de leur espace vital. Et je vous rappelle ici que, je crois que c'est Jonathan et moi qui développons cela, que l'AES, dans sa préservation, dans cette dynamique de préservation de son espace vital, doit s'intéresser aux dynamiques politiques dans les États voisins, surtout les États hostiles. Doit infiltrer les mouvements politiques, infiltrer la société civile, et mettre en avant justement les mouvements politiques ou les acteurs de la société civile dont l'idéologie ou alors dont le combat se rapproche de ce qu'eux ils défendent.
Afrique Média, un média panafricain, qui a porté l'idéal dont l'AES aujourd'hui en est la conséquence. Ce média a été fermé, où les émissions que nous réalisons, vous et moi là, qui a fait la fierté du combat et du monde, et qui même d'ailleurs a impulsé les dynamiques géopolitiques telles que les BRICS. Je vous rappelle cela. Je dis bien que c'est le Cameroun à travers son discours, à travers justement ses acteurs, ses intervenants, qui a dans justement cette géopolitique mondiale impulsé la dynamique des BRICS que nous voyons aujourd'hui. Parce qu'elle avait commencé, mais elle n'a pas pris la dimension que nous voyons aujourd'hui. Alors, ce média, pour ne pas le citer, a été fermé pendant combien de semaines et de mois? Est-ce que vous avez l'impression que l'AES s'est senti inquiété? Pourtant, l'AES devait être inquiété. L'AES devait être inquiété du fait que qu'est-ce qui se passe avec ce média? Pourquoi ils ne mettent pas, surtout que dans les combats auxquels ils ont été confrontés depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, nous les avons soutenus. Nous avons été avec eux à tout moment justement de ce processus. Comment vous expliquez que, j'ai dit pendant des mois, sauf s'ils vous ont approché, moi je n'étais pas informé, moi ils ne m'ont jamais contacté. Je ne suis même pas sûr qu'ils vous ont... Est-ce qu'ils ont contacté ce média? Bon, quand des gens agissent ainsi, ça dit qu'en réalité, ils vous demandent que non, vous ne nous servez même à rien. En fait, ce qu'on fait là-bas, ça ne sert à rien. Mais au même moment, on finit de vous... Ça dit de vous mépriser, on vous nargue encore. On invite quelqu'un comme Alain Foucault, à qui on donne le tapis rouge, on déroule le tapis rouge et on impose en qualité de référent dans le combat. C'est pour dire que vous et moi, en réalité, nous sommes dans le fond. Si Alain Foucault peut être reçu, il y a la symbolique également de la chose. On va même pas aller plus loin. On sait pertinemment que dans les mouvements à caractère panafricaniste ou encore un certain nombre que l'AES finance, est-ce que vous avez l'impression, Charlie, chutez, pardon, je vous en prie, que chutez, le Cameroun, les médias camerounais, les acteurs camerounais qui ont porté ce combat pendant des années au prix de nombreux sacrifices, est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont concernés? Il y a la justice divine, mon cher Fabrice. Quand le président dit tous les jours la géospiritualité, il a raison de convoquer cela. Vous ne menez pas de combat sans convoquer la géospiritualité. Vous ne menez pas de combat et la justice, elle est divine. Quand vous ne le faites pas, même le Seigneur vous rend fou. Parce que je dis et j'insiste encore, il y a une somme de décisions qui a été prise de ce côté-là qui oblige à réfléchir. Si on est panafricaniste, si on aime le combat et si on respecte justement ce que les idées pour lesquelles on s'est battu pendant des années, il faut les mettre sur la table. Si on ne le fait pas, alors nous sommes en train nous-mêmes de créer les germes de notre propre destruction.